Découvrez Ocean Prana, le club d'apnée incontournable à Bali, en Indonésie. Ocean Prana est un concept full inclusif incluant des logements, un restaurant, du yoga, une piscine de 25 mètres. Ocean Prana est un freediving resort de classe mondiale, créé et dirigé par Yoram Zekri, l'un des plus expérimentés AIDA Instructor Trainer au monde avec 37 ans d'expérience. Que vous soyez débutant ou souhaitez vivre de votre passion en enseignant, Yoram et son équipe vous proposent des formations AIDA de niveau 1 jusqu'à niveau instructeur, ainsi que des packages personnalisés pour atteindre vos objectifs. Profitez d'un cadre tropical idyllique, rejoignez Ocean Prana à Bali. Alors rendez-vous sur www.oceanprana.com. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut à tous, c'est Pierre Frola. Cette année, je vous propose 8 dates de stage sur les thématiques du perfectionnement en apnée. Que vous soyez un super débutant entre 0 et 10 mètres ou un apnéiste désireux d'aller jusqu'à 45 mètres, ces stages ont été pensés pour vous. Stage de 2 jours et 2 nuits, individualisation de la pédagogie, 3 séances d'apnée en mer par jour, 2 séances de ventilation et de préparation physique, 4 cours théoriques, 1 séance swim-off. Hébergement en appartement pour 2 ou 3 personnes, carnet de plongée, assurance, petit déjeuner et déjeuner compris. Alors si vous ne savez pas quoi faire cet été, venez donc découvrir ou redécouvrir mon école à Monaco. Rendez-vous sur www.pierrefrola.com à la rubrique Stage apnée 2026. Salut la Freediving Family. Nous voilà réunis pour ce 63e épisode. Déjà 63 épisodes. Je suis sûr qu'il y a plein de personnages extrêmement intéressants que vous n'avez pas encore écoutés. Alors n'hésitez pas à aller voir dans la bibliothèque de la Freediving Family, découvrir les rediffusions et tous les épisodes passionnants que vous n'avez pas encore écoutés. Aujourd'hui, nous allons recevoir un Frenchie vivant à Dahab, un Français globetrotter ayant remplacé le costume cravate et le cabinet de conseil pour une combinaison et un tapis de yoga. Je parle d'Alexandre Poirier. Avant cet épisode, on ne s'est jamais vraiment parlé. On se croisait dans Dahab, mais on ne s'était jamais vraiment capté, comme on dit. Et un jour, j'étais posé sur le rooftop de Fresh Fish, et là, je l'entends parler à un de ses élèves de yoga. Et j'aime beaucoup ce qu'il est en train de raconter. Alors je vais sur Insta et puis je regarde un petit peu plus son profil et je découvre qu'il plonge à 90 mètres de profondeur. Et là je me suis dit, il faut que je l'invite sur le podcast parce qu'il a sûrement des choses à nous apprendre pour qu'on plonge demain avec encore plus de sensibilité, plus de conscience et qu'on ait des profondeurs encore plus importantes ou des temps d'apnée beaucoup plus engagés. Alexandre, il fait partie de ces hommes ayant une trajectoire de vie avec des angles à 90 degrés. Suite à un accident de scooter dans la capitale française, laissé pour mort sur l'asphalte, dans le coma pour plusieurs jours sans pouvoir être identifié, Alexandre ne capitule pas. Il fait face, se remet sur pied, et pourtant il ne regrette pas cette énorme gifle de la vie. Maintenant, il ne s'interdit rien. Alexandre Poirier, avec sa voix calme et posée, vous livre son histoire et sa philosophie, sans blabla, sans faux semblant. À la fin de cet épisode, il nous propose une visualisation 100% apnée profondeur pour vous emmener avec lui tutoyer les abysses sur une plongée d'apnée parfaite, celle qu'on imagine, celle qu'on rêve, celle qu'on médite. Mais avant de débuter, s'il vous plaît, prenez quelques secondes pour vous abonner, notez 5 étoiles le podcast, et puis si vous aimez vraiment la Freediving Family et que ce podcast, cette émission vous apporte du positif dans votre vie, je pense à ceux notamment qui l'écoutent sur la route, devenez tipeur, aidez-moi à financer cette émission. Vous trouverez le lien sur Instagram et dans le lien descriptif de cet épisode. Maintenant, laissons place à Alexandre Poirier, un homme qui ne s'interdit plus rien. Salut Alex. Salut Julien. Bon, ça me fait plaisir de te recevoir sur la Freediving Family. J'ai encore jamais fait ça. Alors, tu es un invité. Tu vis à Dahab. On est tous les deux des Dahabibis.
On s'est croisés quelques fois à Fresh Fish, à Lighthouse. Je te croise au bord de la mer quand je passe en vélo. Et puis je te croise au Blue Hole. La dernière fois, tu étais avec Carlos de Da Freediver. Tu étais avec Alessia Zwikini. Je croise. Des fois, tu es à l'étage du Fresh Fish. Tu fais du yoga. Bon, tu es instructeur. Tu es athlète. Je suis allé voir sur Insta. J'ai vu que tu plongeais à 90 mètres, que tu étais prof de yoga. Et la dernière fois, j'ai discuté avec Clara. Elle me dit, mais t'as pensé à interviewer Alex? Je fais, bah, je sais pas, moi je le connais pas du tout. Et je me suis dit, je vais faire un invité que je connais pas du tout. Et c'est pour ça que tu es sur les ondes de la Freediving Family. Donc bienvenue. Eh ben, merci de ton accueil, Julien, je suis très honoré. C'est vrai qu'on se croise beaucoup. Comme, de toute façon, Dahab, c'est une petite communauté, hein, c'est aussi ça qui fait le charme. On a tous plus ou moins l'impression de se connaître, de réputation, de vue. On a maximum 1 ou 2 degrés de séparation et c'est un plaisir de faire ta connaissance dans le cadre de ton podcast que j'admire et dont je suis très très fier et très heureux de participer aujourd'hui. Bah merci. Voilà. T'as écouté un peu des épisodes? J'ai écouté des épisodes, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais pas, donc ça permet toujours d'en savoir plus sur les pratiques, ce que font les gens, leurs intérêts, comment ils connectent l'apnée avec d'autres centres d'intérêt personnels, c'est super intéressant. Du coup, Alexandre, t'as quel âge? Tu viens d'où? Quand est-ce que tu as commencé l'apnée? D'accord, ok, on y va alors? Ouais. On y va. Alors moi je m'appelle Alexandre, j'ai 43 ans, je suis français. Et bon, on va passer l'apnée petit en vacances avec les parents, etc. Mes premières expériences véritables d'apnée, j'avais 18 ans. J'ai vécu à Djibouti pendant 2 ans. Et c'est là où j'ai rencontré la chasse sous-marine. J'ai été initié à la pratique de la chasse sous-marine par un légionnaire. Donc c'était assez intense et assez strict, mais ça m'a tout de suite passionné. Mais malheureusement, suivant ça et suivant mon retour en France, une fois mon bac obtenu à Djibouti, j'ai pas eu l'occasion ou la volonté, disons, de commencer un apprentissage de l'apnée pure. On parle de ça, c'était en 2001. À cette époque-là, j'ai toujours vu l'apnée comme quelque chose d'absolument inaccessible. En tout cas, certainement pas pour quelqu'un comme moi, né en Sologne, qui a grandi jusqu'à l'âge de ses 18 ans en France sans quasiment en sortir. Enfin, Sologne, c'est où en France? Sologne, c'est la vallée de la Loire, 2 heures au sud de Paris. On est en plein milieu de la France. Ah ouais, t'es loin de la mer. Je suis très loin de la mer. Voilà. Moi, c'est plutôt les châteaux, les étangs, les forêts, ce genre de choses. Ouais. Voilà. Donc imagine-toi quelqu'un comme moi qui arrive à 18 ans au bord de la mer Rouge, qui découvre les eaux cristallines, qui pour la première fois peut vraiment connecter avec l'élément aquatique. Ça a été une découverte fantastique. Mais comme je te dis, à mon retour en France pour mes études, ça n'a pas été suivi d'effet. Je n'ai pas continué mon apprentissage de l'apnée. Jusqu'à mon départ pour l'Asie, en 2010. Et là, j'ai découvert qu'en fait, l'apnée était beaucoup plus accessible au grand public, qu'il y avait des centres d'apnée dans toutes les îles de Thaïlande, les îles d'Indonésie, en Malaisie, et qu'on offrait des formations. Et que ça semblait finalement beaucoup plus accessible que la représentation que moi je m'en étais faite durant toute ma jeunesse. Je suppose que tu avais peut-être les images du Grand Bleu. Les images du Grand Bleu, les images des comptes rendus dans un magazine qui je crois n'existe plus, qui s'appelait Apnea. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'était un autre monde. Voilà, c'était quelque chose d'inaccessible. Et puis finalement, pas tant que ça. Parce que sur 2-3 jours, on peut commencer à se former, alors avec différentes écoles, SSI, etc. Et j'ai donc commencé mon apprentissage et mon éducation de l'apnée à partir de 2010. À cette époque-là, j'avais un travail, j'habitais à Singapour, j'avais un travail très intense, mais bon, j'ai commencé à l'occasion de divers séjours, divers week-ends à commencer par ça, par le niveau 1, le niveau 2, jusqu'au SSI. C'était chez Aida, SSI? Non, SSI. Moi, je suis l'école SSI. Jusqu'à finalement passer le pas et devenir instructeur. En 2016, sur les îles Gili, chez Mike Board. Ça a été une révélation absolue. Et ça a été suivi avec un ami singapourien. On a décidé d'ouvrir une école à Singapour. Ah ouais, t'as une école à Singapour? On a ouvert une école à Singapour qui s'appelle la Singapore Freediving Academy. Et donc, j'ai commencé à enseigner le week-end. Ça me faisait des semaines
vraiment chargé. Ouais. Je travaillais dans un Big Four, donc on avait des... C'est quoi un Big Four? Un Big Four, donc un grand cabinet de consulting. Et on avait clairement des semaines qui dépassaient sur le week-end. Ouais. Mais malgré tout, 2 fois par mois, on arrivait à emmener des élèves dans les îles au bord de Singapour. Et puis on certifiait niveau 1, niveau 2, SSI. On organisait des voyages en Malaisie. Et petit à petit, l'apnée a commencé à prendre de la place. Ouais. Commencé à prendre beaucoup de place. Tout comme des pratiques comme le yoga, qui a commencé petit à petit à remplacer dans ma vie le rugby. Tu vois, donc il y a eu vraiment un Du changement rugby vers le yoga. du rugby vers le yoga, Génial. du consulting vers la gestion d'une école d'apnée. Ma trajectoire de vie a changé. Et puis, j'ai franchi le pas. J'ai franchi le pas. Après une dizaine d'années en Asie du Sud-Est, à découvrir différents centres de plongée un petit peu partout, notamment aux Philippines, j'ai décidé de, comme on dit, claquer madame, en bon français, et puis d'entamer un voyage personnel d'apnée pour me former, pour devenir un plongeur un petit peu plus profond, en laissant de côté un petit peu le travail d'instructeur. J'avais vraiment envie de centrer, de passer 1 an centré sur ma pratique personnelle et sur, pour le dire simplement, essayer d'aller plus profond. Ouais. Voilà. Donc je suis parti aux Philippines. T'étais à Panglao? À Mactan. Où ça? J'ai commencé à Mactan. Mactan. Voilà. Mactan, c'était une petite île. Et puis, donc, j'ai passé 1 an. J'ai passé 1 an où j'ai suivi ce qu'on appelle des master programmes, où on peut, en travaillant avec des instructeurs, développer un petit peu les techniques pour aller plus profond, apprendre à s'entraîner, au sec comme dans l'eau. Et ça m'a naturellement conduit vers quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, compétition. Ah ouais, tu pensais pas que tu allais vers Je la pensais compétition? jamais, comme je te dis, je pensais vraiment que c'était quelque chose qui était inaccessible, Ouais. qui était un autre monde. Et très très bien m'en a pris, puisque ma première expérience de compétition, qui a été la Asian Freediving Cup en 2019, ça a été vraiment quelque chose d'inoubliable et d'exceptionnel. Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé cette expérience de compétition. J'en ai fait plusieurs. Et puis, au hasard, au gré de la vie, des voyages, des expériences professionnelles, puisque je n'avais pas complètement lâché mon domaine professionnel qui est la gestion des risques, je me suis retrouvé en période de Covid à Dahab. Ah ouais. Donc là, j'ai fait un petit saut dans le temps. Je me suis retrouvé à Dahab en 2021, qui était, si je me souviens bien, un des seuls endroits ouverts pour les voyages, et notamment pour les apnéistes. Et être à Dahab en 2021, c'était assez exceptionnel, puisque à peu près toute la planète apnée s'est retrouvée ici à Dahab pour pouvoir continuer à s'entraîner. J'aurais aimé être là. Je te cache pas, Julien, que Oh, c'était la assez vache. exceptionnel. C'était assez exceptionnel. Il y avait une émulation incroyable. Je me suis entraîné tout l'hiver j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner tout l'hiver avec un recordman de France en immersion libre, Thibaut Guignès. Et puis, après 1 an à Dahab, il a quand même fallu recommencer à travailler, puisque tu sais bien que c'est pas évident de s'entraîner. Il faut malgré tout maintenir une rentrée d'argent. Donc, je suis allé m'expatrier au Canada pendant 1 an. Ah ouais, en 2022, Canada. En 2022, été 2022, Canada. Je me suis très vite ennuyé. Ce retour à la vie professionnelle n'a pas été vraiment concluant. Toujours dans la gestion des risques? Toujours dans la gestion des risques, toujours dans un Big Four. Qu'est-ce que tu appelles un Big Un Four? Big Four, c'est un de ces 4 ou 5 gros cabinets Genre qui... Deloitte, voilà, c'est ça. Moi, j'étais chez KPMG. KPMG. Qui se taillent des parts comment dirais-je, des parts de marché qui sont gigantesques par rapport à d'autres petits cabinets. Donc c'était vraiment un travail très intense, costume, cravate, tous les jours. Quelque chose avait changé. Voilà, j'avais plus les mêmes perspectives, j'avais plus les mêmes envies. Est-ce que c'était le stress du travail ou c'est juste que tu t'épanouissais plus longtemps? Non, ça manquait de soleil, ça manquait d'activité physique, ça manquait d'adrénaline. L'adrénaline, j'en ai eu quand je travaillais à Singapour. Il y avait des missions très intéressantes avec des très gros clients de haut niveau, donc j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais voilà,
il était probablement temps de tourner une page de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle. Donc, du Canada, je suis reparti aux Philippines, où j'ai travaillé là, vraiment, pour la première fois, à 100%, à temps plein, en tant que coach et instructeur d'apnée, tout en arrivant à maintenir une routine d'entraînement grâce aux autres instructeurs qui étaient là. Ce qui n'est pas forcément facile, de trouver l'équilibre. Tu le sais, j'étais sûr qu'on aborderait à un moment ou un autre ce sujet dans notre conversation. J'arrive pas. Hein. C'est extrêmement c'est soit je travaille, je fais une pause et je m'entraîne. Extrêmement compliqué. Donc on sortait 2 à 3 fois par semaine le matin à 7h. En plus du travail. En plus du travail. On arrivait à timer les plongées pour être de retour à 8h au centre, pour pouvoir accueillir les élèves qui, eux, commençaient à plonger à 9h. Alors, évidemment, on a quand même eu des périodes où on a pu s'entraîner. Ouais. Période que de coaching, enfin que d'entraînement, très courte. Mais bon, pendant cette année et demie passée aux Philippines, c'était beaucoup plus du travail d'instructeur, de formation, de coaching, plutôt que personnel. Mais j'ai quand même réussi à la fin de ce séjour à plonger 90 mètres en immersion libre. 90 mètres en immersion libre. Absolument. Donc tu as réussi à travailler tout en entraînant 2 à 3 fois par semaine, à progresser, tout en passant ta vie dans l'eau. Quoi. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'à un moment, moi j'étais trop dans l'eau. Tu sais que cette fatigue d'apnée qui est difficile à décrire pour moi, quand elle est là, c'est déjà trop tard. Ouais. Il y a eu des moments physiquement assez intenses, effectivement. Et donc après cette année et demie, où malheureusement j'ai tout fait pour que ma petite amie puisse me rejoindre aux Philippines, ça n'a malheureusement pas été le cas. Donc elle n'a pas pu me rejoindre, donc finalement c'est moi qui l'ai rejoint. J'ai quitté Camotes et je me suis réinstallé à Dahab depuis janvier 2025. Ok. Et tu travaillais du coup aux Philippines, tu étais avec Thibaut Guinness à Camotes. Ok. Absolument. Donc Thibaut, c'était ton copain plongé Covid, et ensuite c'est devenu ton collègue. Mon patron. Ton patron, ouais. C'est ça. Ouais, collègue patron, ouais. Et maintenant Dahab. Donc je suis arrivé un petit peu seul. J'ai découvert le Dahab post-Covid et j'ai été absolument effaré par la proportion qu'a pris l'apnée au cours de ces 3 dernières années. Ouais, mais c'est incroyable. Moi, je me souviens de l'hiver à Dahab où Lighthouse était à peu près vide. Et le choc que j'ai eu en janvier 2025, quand j'ai vu, il y avait peut-être une vingtaine de bouées en plein milieu du mois de janvier avec plein d'apnéistes qui s'entraînaient. Donc là, j'ai vu la proportion qu'a pris l'apnée à Dahab. Et puis là, il a fallu commencer à creuser son trou en tant qu'instructeur indépendant, freelance, comme on dit ici. Donc s'acheter du matériel, commencer à développer sa présence en ligne, ce à quoi j'avais toujours résisté. J'ai ouvert des réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui était contre-intuitif pour toi, ou tu étais contre les réseaux sociaux ? Je ne suis pas dogmatique sur ce point-là, mais j'y trouvais absolument aucun intérêt. Ouais. Du coup, là, c'est utile pour trouver. Là, j'en ai un intérêt professionnel. Donc, si tu veux, c'est un mélange entre se faire violence, parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut poster, parce qu'il faut développer, parce qu'il faut, etc. Et essayer de trouver du plaisir dans la créativité que ça peut apporter, puis finalement rester moderne. C'est aussi ça l'enjeu des réseaux sociaux, c'est de rester moderne et de rester connecté. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de cet épisode, avec Alexandre, nous ferons une danse TikTok. Alors là, si tu arrives à me faire ça, Julien, c'est que vraiment tu es très très fort. Mais pourquoi pas ? Allez, je dis pourquoi pas. Les jeunes, ils m'ont perdu avec TikTok. Je dis pourquoi pas. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Et puis, en commençant à trouver un cours, 2 cours, 3 cours, du coaching, en commençant à se faire un nom, j'ai commencé un petit peu à trouver mon rythme, à trouver mon confort, jusqu'à me rapprocher de Carlos et de Dahab Freediver qui m'ont proposé de me prendre comme instructeur freelance. Donc ça m'a permis de compléter les temps morts et puis les temps vides, les périodes de creux, avec du travail un petit peu plus récurrent et un petit peu régulier. Et là, après 1 an, je te cache pas que je suis assez content et assez fier de là où je suis arrivé après ces 12 mois de freelance. Je trouve de la stabilité, je trouve de la sécurité et j'arrive à me projeter. Ouais.
Ça fait plaisir à entendre. Merci. Ouais. Surtout que professionnellement, tu passes, on va dire, des Big Four à indépendant en Égypte. C'est deux milieux opposés, que ce soit même financièrement. C'est deux réalités. J'ai toujours aimé jouer de ces grands écarts, de ces paradoxes, de ces oppositions et de tout ça, oui, effectivement. 2026, nous sommes le 9 janvier. Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu veux toujours faire de la compétition? Est-ce qu'un jour, tu voudrais rejoindre l'équipe de France avec 90 mètres en PB entraînement et 75 mètres en PB compétition? Tu as ta place? Est-ce que c'est une ambition pour toi? J'ai plus envie de me mettre de frein. J'ai plus envie de me mettre de frein et je vais partager avec toi quelque chose de très frais, quelque chose d'hier. Tu sais que chaque année, donc cette Asian Freediving Cup dont on parle, elle a de plus en plus de succès. Ouais. Maintenant, elle accueille une centaine d'athlètes. 120, il y a... 120, ouais, voilà. Incroyable. Voilà. Et donc, chaque année, tout le monde a le doigt sur la souris pour Oui. que le jour où, à 8h du soir, ils ouvrent les inscriptions, tout le monde clique et tout le monde s'inscrit. Et ben, devine quoi, Julien? T'as une place? J'ai une place. Ah yes, trop J'ai bien. une place. Ce que j'avais absolument pas prévu. Et ce qui va, bien sûr, engendrer... un besoin de financement. Ouais. Alors, il va falloir voir si c'est réaliste pour moi dans la configuration qu'est la mienne actuellement, c'est-à-dire indépendant, c'est-à-dire vraiment focus sur donner des cours. Je vais tout faire pour pouvoir financer peut-être un voyage à l'Asian Freediving Cup avec dans l'objectif de faire un résultat. Je te le cache pas, puisque maintenant je connais les Philippines, je connais l'environnement, c'est pas comme si j'allais découvrir quelque chose de tout nouveau. Ouais. Donc peut-être construire des ambitions autour de Asian Freediving Cup et pourquoi pas rêver encore plus grand et comme dirait Karim Benzema, l'équipe de France, ça ne se refuse pas. Du coup, recherche de sponsors? C'est ce que j'ai commencé à me dire aujourd'hui, effectivement. J'ai absolument aucune expérience dans ce genre de choses. Je vais me renseigner, je vais demander des conseils à droite, à gauche, chez les athlètes de haut niveau, chez les amis, chez les gens qui sont passés par là, pour pourquoi pas effectivement se faire financer, non pas seulement un voyage en Asie, mais toute une saison avec pour objectif de faire des résultats et de prendre du plaisir. Pour toute une saison, t'as budgété à combien? Est-ce que si je te dis quelque chose comme 15 000 euros, ça te semble ridicule? Non, j'aurais dit 30 000. J'ai dit 20 000, j'allais plutôt dire 20 000, mais j'ai Ouais. été timide. Je suis encore Ouais. un petit peu timide Ouais, sur ce besoin de Faut financement. pas avoir peur avec les sponsors d'être crédible dans les finances. Parce que des fois, il y a des sponsors, ils m'avaient dit, mais Julien, viens pas demander 5 000 en fait. T'as vu la taille de la boîte, t'as vu ton projet, tu demandes 30 000. Je crois que tu as raison. Ouais. Il faut rien s'interdire. Ouais. Je crois que tu as raison. Des fois, on est surpris. Hein. On est sur... Moi, j'ai gagné ma vie grâce aux sponsors pendant 5 ans. Donc, tout est possible. Si tu arrives à représenter des valeurs, à communiquer des émotions, à améliorer la communication interne, pourquoi pas la communication externe, mais bon, l'apnée reste un sport avec très peu de visibilité. En tout cas, je te le souhaite, l'Asian Cup 2026, pour aller reproduire peut-être tes 90 mètres. Ça serait Et l'objectif. plus. Ça serait l'objectif. Ouais. Je crois que cette année, c'est 3 plongées. Moi, c'est l'immersion libre qui me plaît et qui me fait aimer les sensations de l'apnée. Donc, pourquoi pas prévoir 3 plongées et puis objectif de faire au moins, d'officialiser les 90 mètres et pourquoi pas dépasser ça. Et les compétitions Blue Hole, ça te brancherait? Écoute, Au mois de mai. moi, le Blue Hole, c'est un endroit que j'aime par-dessus tout. C'est un endroit auquel je prends beaucoup de plaisir à arriver le matin à 7h30, à trouver le Blue Hole calme comme un lac, silencieux, avec la montagne autour. Je ne ressens pas vraiment le besoin d'aller payer pour une compétition dans le Blue Hole. Si je devais être amené à faire des compétitions en Égypte, j'irais sur une plateforme à Charme, puisque comme tu sais, l'immersion libre en plateforme, on a vraiment de la valeur ajoutée. Donc je commence à regarder les compétitions Pourquoi de mai ou d'octobre. Ok. Pourquoi en immersion libre, c'est mieux en plateforme? De par le poids et la rigidité de la corde, il y a beaucoup moins d'oscillations en surface. On peut avoir des gains en temps de plongée de 10 à 15% et du confort également. Il y a vraiment une valeur ajoutée à plonger sur une plateforme en immersion libre. Parce que j'avais noté que chez AIDA, que tu sois sur bouée ou sur câble, sur plateforme, c'est 15 kg minimum.
c'est pas la même chose du coup, 15 kilos sur bouée ou 15 kilos sur câble? Alors j'imagine que si 15 kilos sur bouée, je t'avoue que j'ai jamais plongé 15 kilos sur bouée. Moi je m'entraîne ici avec 10 à 12 kilos. Mais la première fois que j'ai plongé en plateforme à Charmes, ça a été une révélation absolue. Ah ouais. La stabilité et la rigidité de la corde, le mouvement de bras et l'engagement du bras et de l'épaule, j'ai trouvé que c'était des sensations qui étaient beaucoup plus agréables. Ouais. C'est vrai que j'avais halluciné. Premier championnat de France, je pars sur le câble, il y a la caméra, il y a les lumières au fond, c'est extrêmement lourd. J'avais l'impression d'avoir un câble en acier. J'avais jamais eu un câble comme ça, c'était parfait. La différence est effarante. Ok, donc Asian Cup en 2026. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit ici. أنت مقاتل في البر. أنت تتكلم العربية. مبروك. شكرا حبيبي. أنا مش مصري بس وغدا. Tu parles un peu arabe du coup? Oui. Pendant mes études, la première partie de mes études, j'ai toujours été fasciné par le Moyen-Orient. J'ai habité au Liban. J'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient. Et j'ai appris l'arabe à l'université, que j'ai oublié au cours de toutes ces années en Asie. Mais il me reste un fond d'arabe littéraire en moi. Excellent. C'est magique comme langue. Absolument. Ouais. Au début, quand j'étais à Dahab, j'avais l'impression que quand il parlait, ça criait, ça m'était très désagréable à l'oreille. Et maintenant que je comprends, c'est plus un chant. Et j'ai une anecdote, j'étais à Gizeh là, pour le semi-marathon avec les copains. Et on était à une pizzeria, et je sais pas, on se prend un peu la tête avec les gars. Et je pensais que le gars, il me parlait mal. Et en fait, il me disait Halbi. Et je pensais, il m'embrouille. Mais en fait, je comprends maintenant ce que ça veut dire. Il me disait, ça veut dire un peu mon cœur, quoi. Et en fait, il me parlait d'une voix très rock. Et en fait, il me disait des trucs gentils. Et ça, c'est vrai que dans la langue arabe, c'est quelque chose qui est agréable plus on apprend à la connaître. D'ailleurs, est-ce que tu as un mot préféré en arabe? Un mot préféré en arabe? Habibi. Habibi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Habibi, pour ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Alex, je t'avais écouté un peu de l'oreille quand tu étais à Fresh Fish à l'étage et que tu coachais 2 élèves. Tu avais l'air bien pointilleux sur les techniques d'étirement, les techniques de yoga. Est-ce que tu peux nous partager, pour toi, quels sont les meilleurs asanas, les meilleurs stretching pour l'apnée, profondeur, en yoga? Alors, effectivement, moi je pense que le yoga, c'est pas quelque chose d'essentiel. Il y a des gens qui s'en passent très bien, mais d'une manière générale, les étirements, le travail respiratoire et le yoga, c'est des choses qui sont essentielles en apnée. Moi, ce que j'aime beaucoup enseigner, c'est le yin yoga. Donc, c'est un type de yoga beaucoup plus passif, beaucoup plus statique, beaucoup plus froid, où les postures, les asanas, sont tenues pendant plusieurs minutes, parfois de longues minutes. Si je te dis puppy pose, donc heart melting pose, qui est donc une posture où on laisse la gravité tirer la poitrine vers le bas, les genoux au sol, les bras tendus, le front sur le sol. Ça, je pense que c'est quelque chose de très très bénéficiel. Beneficial. Ouais. Alors, tu vois, je suis entre le français et l'anglais. Voilà. Donc puppy pose ou heart melting pose, ça absolument je l'inclurais dans une routine de yoga. Pour l'ouverture de la cage thoracique? Pour l'ouverture de la cage thoracique, effectivement. L'ouverture. Est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs qui débutent peut-être pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une cage thoracique souple et large et avec de l'espace? Tu as raison, c'est essentiel de le rappeler. Premièrement, je dirais tout ce qui va permettre d'améliorer le confort, la conscience du corps, va forcément avoir des effets positifs sur l'apnée. La deuxième chose, c'est que qui dit apnée de profondeur dit pression. Et dit la pression va augmenter au fur et à mesure que la profondeur augmente également. Donc cette pression, il va falloir que le corps l'accepte. Et moi, je pense que plus le corps est souple, plus le corps est préparé aux étirements, mieux il va recevoir, mieux il va accepter et recevoir la pression qu'on va subir lors des plongées profondes. Une autre raison également, c'est que en apnée, on retient notre respiration. C'est l'essence même de l'apnée. Et que pour retenir plus longtemps
et avec plus de confort dans notre respiration, l'un des éléments sur lequel on peut jouer, c'est le volume d'air qu'on va pouvoir emmagasiner dans nos poumons. Et ce volume d'air va être déterminé bien évidemment par la technique de respiration qu'on va employer, mais également par le volume des poumons. Et qu'un travail sur la cage thoracique, sur le sternum, sur la poitrine, va permettre d'augmenter ce qu'on appelle le volume, pas le volume résiduel, mais Capacité pulmonaire totale. La capacité pulmonaire totale, donc avoir des apnées plus confortables et plus longues lorsqu'on plonge en profondeur. Donc le puppy pose, tu disais. Puppy pose. Et en fait, le yin yoga, c'est la gravité aussi qui travaille, enfin qui nous aide. En yin yoga, le temps et la gravité sont nos meilleurs alliés. Et par exemple, la puppy pose, tu le fais tous les jours, combien de temps? Alors moi, j'ai une routine d'étirement d'entre 1 heure et 2 heures chaque jour. Mais non. Chaque jour, quoi qu'il arrive. Oh la vache, bah dis donc, je suis pas très discipliné à côté. Hein. Et ça me permet de maintenir la motivation et l'excitation même en période où je ne plonge pas et où je ne fais que coacher. Waouh, 1 heure à 2 heures 1 heure à tous 2 les heures jours. par Eh bah dis donc, je vais penser à toi le matin quand je vais faire un petit étirement. Écoute, moi je serais très heureux de la partager avec toi, cette routine, si on a l'occasion. Eh bah pourquoi pas, un matin, hop. Avec grand plaisir. Et tu le fais à jeun? Non, je le fais le soir. Le soir. Je le fais le soir. Alors j'ai ma routine d'avant-plongée qui dure 10 à 15 minutes, qui permet simplement d'échauffer tout en travaillant l'étirement. Mais de manière plus structurelle et plus suivie, j'ai mes 1h30 à 2 heures, voire 2 heures et demie par jour d'étirements généraux sur l'ensemble du corps, et puis d'étirements beaucoup plus ciblés, beaucoup plus dynamiques sur toutes les parties qui vont être activées, ou en tout cas qui vont être utilisées, recrutées pendant la plongée. Eh ben, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai des contractions qui sont très fortes. Donc, bien sûr, le diaphragme s'engage, mais j'ai aussi la cage thoracique et j'ai une tension dans la trachée, ce qui me fait des fois, quand j'ai des grosses contractions en profondeur, qui me fait des suçons dans la trachée, et donc ça me fait des squeezes de trachée. D'accord. Un des entraînements, des étirements que m'a donné Mika Picard de Touchdown, c'est expiration, avec carpe négative ou pas, et belly out. Je trouve que ça étire vachement l'intérieur de la cage thoracique. Mais est-ce que tu aurais d'autres étirements pour me prémunir des squeezes de trachée et étirer un peu? Tu vois, je suis petit avec des gros pecs. Comment je peux encore continuer à gagner en souplesse sur cette zone thoracique? Est-ce que tu utilises ce qu'on appelle la bouteille quand tu t'entraînes? C'est quoi la Tu bouteille? sais, c'est alors soit une bouteille, soit un ballon qu'on place sur la cage thoracique, voilà, pour arriver à travailler vraiment sur cette partie du sternum qui est un petit peu plus dure. Donc moi, je travaillerai là-dessus. Puppy pose, dont on vient de parler, c'est une pose où le menton et le cou sont en tension. Donc tu vas travailler sur la flexibilité vraiment ciblée ici entre le menton et le sternum. Mais écoute, laisse-moi le temps d'y réfléchir et je reviendrai vers toi éventuellement. C'est vrai que c'est un des étirements aussi, c'est là-bas le ballon de basket ou le ballon de volley qu'on vient rouler au-dessus du diaphragme sur le pec. Absolument. Alors je vois que tu as aussi un bridge, ce qu'on appelle le bridge en apnée, très utile, très 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 utile. Je pense qu'il faut le placer sur différentes parties du dos en fonction de la partie qu'on veut cibler. Et le placer assez haut sur le dos, finalement, ça va te permettre d'étirer la gorge, de tirer le menton vers l'arrière et probablement de renforcer la souplesse de cette partie du corps. Ok. Bon, bah c'est noté en tout cas, Alex. Pour revenir un peu sur la profondeur, parce que quand même 90 mètres, c'est impressionnant. J'y suis pas encore, mais j'espère un jour. Bien sûr. Est-ce que tu rêves des 100 mètres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque au niveau technique? Est-ce que c'est tout simplement prendre le temps de t'allouer du temps pour t'entraîner? Voilà. Est-ce que tu penses que les 100 mètres sont atteignables et est-ce que tu as des problèmes techniques pour y arriver? Pour la première fois de ma vie en tant qu'apnéiste, lorsque j'étais aux Philippines, j'ai commencé à voir les 100 mètres comme quelque chose d'absolument réaliste et d'absolument possible. Je pratique beaucoup la visualisation en apnée. Je fais des visualisations de mes plongées du lendemain. Je revisualise des plongées qui ont été très agréables dans le passé pour garder ces sentiments intégrés au corps et puis à l'apnée.
et je visualise la plongée de mes rêves. Et lorsque j'essayais de visualiser la plongée de mes rêves à 100 mètres, mon cerveau en était incapable. Ah ouais? Il y avait toujours quelque chose qui, dans la visualisation, n'allait pas, ou n'était pas parfait, ou n'était pas ce que je voulais. Et puis maintenant, ça commence à venir. J'arrive totalement à me visualiser sur 100 mètres. Que ce soit à travers le regard des autres, des gens avec qui je me suis entraîné, notamment Denis Gromer, qui est mon compère d'apnée, mon grand copain d'apnée. Donc Denis Gromer, notre champion polynésien. Notre incroyable, qui dompteur de requins. qui lui m'a fait finalement croire en moi, au point où je pense que les 100 mètres sont absolument atteignables, et sans en faire une fixette, sans en faire un objectif qui deviendrait, qui prendrait le pas sur le voyage, l'apprentissage, les sensations et le plaisir. Je ne m'interdis plus rien, comme je t'ai déjà dit, et c'est un chiffre mythique. Je pense que beaucoup d'apnéistes aimeraient un jour pouvoir atteindre 100 mètres. J'espère vraiment y arriver un jour, ouais, absolument. Alex, est-ce que ta visualisation, tu l'as fait en forme de méditation, en respirant avec le nez, ou est-ce que tu fais des visualisations en apnée, en rétention? C'est une excellente question. J'ai commencé à faire des visualisations qui étaient quasiment des reproductions de mes apnées, c'est-à-dire avec les gestes, avec le pince-nez et en retenant ma respiration. Et plus j'ai avancé dans l'apprentissage et dans la maîtrise de ces techniques d'imagerie mentale et de visualisation, plus j'ai ajouté des éléments sensoriels aux éléments visuels et techniques purs, et plus j'ai commencé à rentrer dans une forme de méditation totalement immobile, tout en respirant, tout en étant finalement le plus détendu possible. Et c'est quoi la méditation au final? La méditation, c'est... il y a plusieurs types de méditation. Il y a plusieurs types de méditation qui, elles-mêmes, servent différents objectifs. Moi, la méditation que je pratique, c'est la méditation de pleine conscience. J'ai fait des retraites silencieuses de plusieurs dizaines de jours, donc ces fameuses vipassana, qui m'ont permis d'apprendre ces techniques de méditation, qui finalement arrivent à révéler une forme de vérité sur soi-même, une forme de neutralité qui permettent de se détacher des émotions, de se détacher des sensations qui, bien souvent, dictent nos comportements, dictent nos états d'esprit et dictent nos conduites. Donc moi, cette méditation, elle me permet finalement de clarifier un petit peu tout ça, de prendre des décisions beaucoup plus éduquées, beaucoup plus neutres, et de réduire toutes les oscillations de la vie qui font qu'un jour on se sent comme un champion du monde et le lendemain on se sent comme... comme une merde. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais. Absolument. Donc moi, cette méditation, elle m'apporte de la stabilité. Ouais. Donc de la méditation pleine conscience. Ça serait quoi l'inverse de la méditation pleine conscience? Il y a une méditation où on s'éteint aussi? C'est une excellente question. Disons que il y a des méditations qui sont tournées vers les autres. Les méditations, par exemple, alors il faudrait que je retrouve les noms en sanskrit, mais il y a des méditations où vraiment toute la pratique est dédiée aux gens à l'extérieur, au monde autour de soi. Et puis il y a des méditations qui sont beaucoup plus recentrées sur l'individu et sur ce qui se passe finalement à l'intérieur. Tu me prends de court un petit peu. Je te prends de court. Et ça, en fait, c'est qu'à Touchdown, on a commencé à faire de la méditation. Et dans mes stages, j'ai aussi beaucoup d'élèves qui sont TDAH, qui ont des troubles d'hyperactivité. Et moi, je suis un gros TDAH. T'as vu comment je parle tout le temps, je fais des blagues tout le temps, je bouge tout le temps. Et pourtant, je fais de l'apnée. Et je crois que la méditation, ça va me permettre de passer à un nouveau cap. Donc, je commence à m'intéresser de plus en plus à la méditation. Comment c'était au début tes premières méditations? Est-ce que tes pensées partaient à droite et t'arrivais à te centraliser, ça repartait à gauche et tu te centralisais, ou dès le début ça a été assez clair pour toi? Écoute, c'était absolument ça. Au début, l'esprit divague, il passe d'une branche à une autre, et puis on revient.
Et puis on se demande si ce qu'on est en train de faire, c'est de la méditation. On se pose énormément de questions. Jusqu'à ce que vraiment je décide d'aller plus loin dans cet apprentissage-là et d'entamer donc une retraite Vipassana qui a été vraiment un tournant dans ma vie spirituelle, dans ma vie personnelle, qui a été très dur, la première, physiquement, moralement, mentalement. 10 jours de silence absolu, 10 jours d'isolement, 10 jours de vie monacale, finalement pas si désagréable que ça, puisque par la suite j'en ai fait plusieurs, j'y suis retourné, j'y suis retourné, mais qui m'ont apporté tellement. Disons, ces méditations, moi, elles me permettent d'agir plutôt que de réagir. Elles me permettent d'agir plutôt que de réagir. Ça veut dire. C'est-à-dire de réagir à des événements, des émotions, des sentiments. Elles me permettent ce recul nécessaire à une bonne prise de décision. C'est vrai que quand on te voit, quand on t'écoute, tu fais sage. Alors, Wise. Je pense que si tu disais ça à mes copains de lycée, de fac et de plus jeunes, ils seraient vraiment très surpris. Ouais. Parce que tu étais plutôt un gros vénère avant ? Pas vénère, mais assez prompt à réagir à ses émotions, effectivement. Ouais, absolument. 10 jours sans parler. Le Vipassana. Est-ce que c'est 10 jours aussi sans télé, sans téléphone, sans ordinateur ? Sans télé, sans téléphone, sans ordinateur, sans papier, sans crayon. Oh, tu peux pas écrire ? Non. Oh. Ça a été une douleur. Ne pas écrire, là je pèterai un câble. Ça a été une douleur. Mais finalement, la place que tu crées à l'intérieur de ton esprit, à l'intérieur de ta mémoire, cette place, elle est occupée par... elle te permet de recevoir justement toutes ces informations qui sont importantes au-delà de l'émotion pour les garder et puis les retraiter de manière beaucoup plus sereine. Est-ce que ça serait réaliste, une retraite de Vipassana freediving ? Une retraite yoga freediving, j'ai eu la chance d'en co-organiser 2. Ça marche très bien. Mais Vipassana, c'est quelque chose qui se vit dans un cadre très précis, avec des règles ancestrales, et qui ne laisse pas la place à autre chose pendant 10 jours. Ouais. C'est vrai que ce serait compliqué, faire un Vipassana, en même temps prendre le taxi avec Amedoucha, voir Ali. Très compliqué. Très compliqué. Alexandre, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu es un apnéiste différent des autres ? Un apnéiste qui n'est pas comme tout le monde ? Un apnéiste, alors je pense qu'il n'y a pas 2 apnéistes pareils, il n'y a pas 2 personnes pareilles, mais moi, ma spécificité, c'est qu'il me manque un organe dont on parle très souvent en apnée, à ton avis ? Le cœur ? Alors non, sans cœur, c'est difficile de vivre. Je plaisante. Et peut-être que c'est quelque chose qui est en lien avec les dive reflex. Absolument. Donc les dive reflex, on a le blood shift avec les poumons, mais je pense que tu as des poumons. J'ai des poumons. Je pense que tu as un cœur. On a la vasoconstriction périphérique, donc je pense que tu as des vaisseaux. Peut-être le spleen, la libération des globules rouges par la rate. Alors la rate, exactement. Moi, je suis un apnéiste qui n'a pas de rate. Et alors malheureusement, la rate, on n'en parle pas souvent, sauf en apnée, on en parle beaucoup, puisque effectivement, c'est un organe qui nous permet de rester plus longtemps sous l'eau et de supporter beaucoup mieux les effets de la profondeur sur le corps. Et on rappelle que la rate, en fait, c'est un peu la zone de stockage des globules rouges avec l'hémoglobine qui vient transporter l'oxygène avec les anciennes globules rouges et les nouvelles. Et quand on plonge avec les dive reflex, ça produit aussi des nouvelles globules rouges. Donc on a un meilleur transport d'oxygène. C'est-à-dire que tu arrives à plonger à 90 mètres sans cet organe qui apporte de nouvelles... comment font tes globules rouges ? C'est tout à fait ça. J'en ai aucune idée. Je ne me pose pas la question. Je préfère ne pas me poser la question. Et des médecins, ils disent quoi ? Moi, je pense qu'il y a des mécanismes de compensation qui sont à l'effet dans le corps, peut-être. Mais j'essaye de ne pas me poser la question. Voilà. J'essaie de ne pas poser la question. Ok. C'est intéressant, un apnéiste sans rate. Il y a une phrase que tu as dit plusieurs fois sur laquelle j'aimerais revenir. Tu as dit 3 fois « Je ne m'interdis plus rien ». Plus rien. Est-ce que ça veut dire qu'avant, quand tu travaillais dans le Big Four, ou au début de ta carrière de freediver, tu t'interdisais des choses ? Je me limitais peut-être en me disant que c'était des choses qui n'étaient pas pour moi. Alors, il faudrait probablement aller chercher des raisons profondes dans le conscient ou dans l'inconscient. Mais c'est vrai que
j'ai peut-être pas grandi avec cet environnement qui me permettait de me dire je vais me dépasser. Tu étais plus dans un environnement où sécuritaire. Exactement. Un environnement un petit peu plus sécuritaire. Et puis, et ben donc cet accident donc, qui m'a fait perdre ma rate a complètement redistribué les cartes dans ma vie. C'était en quelle année? C'était en 2008. Et enfin, je peux poser la question peut-être, comment tu as perdu ta rate? Enfin... Écoute, moi je me suis réveillé un jour sans savoir où j'étais, sans quasiment plus savoir qui j'étais, sans aucun souvenir et avec un organe en moins. Donc je me suis réveillé un vendredi dans un hôpital à Paris. Ce que je te raconte là, ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des récits qui m'ont été rapportés. Et donc c'était un vendredi et ça faisait 6 jours que tous mes amis, toute ma famille, la police, les pompiers me cherchaient partout dans Paris. Quelle angoisse. Ce qui s'est passé, c'est que 5 jours plus tôt, le lundi matin, à Paris, sur mon scooter, costumé et cravaté, en partant au travail, je me suis fait rentrer dedans par un véhicule qui a pris la fuite et qui m'a laissé allongé sur le bitume parisien, inconscient. Et j'ai donc été amené à l'hôpital par les pompiers, inconscient, dans le coma. Et les pompiers n'ont pas pu m'identifier. Mon véhicule, mon scooter était absolument détruit. Il était impossible d'ouvrir le coffre pour récupérer mon sac. Ils n'ont pas été en mesure de lire la plaque d'immatriculation. Ce qui fait que j'ai été admis à l'hôpital sous X. J'ai été opéré sous X. Et pendant donc les 6 jours de coma, ces 6 jours de coma, tout le monde me cherchait partout dans Paris. Ma mère et son instinct maternel a tout de suite su qu'il se passait quelque chose quand le lundi, je n'ai pas donné suite à ses appels. Le mardi, les pompiers ont été appelés. Le mercredi, la police. Des copains sont venus chez moi casser la fenêtre pour voir si j'étais là. Mon père a même essayé de faire vérifier mon compte bancaire pour savoir si j'étais pas parti subitement, chose dont j'étais absolument capable à l'époque. Et c'est moi, en me réveillant le vendredi, qui vraisemblablement a demandé au médecin de contacter mes parents, qui m'ont enfin retrouvé après 6 jours. C'est ce qu'on appelle un événement qui peut changer les choses, qui change une vie. Donc 2008, cet accident, et puis 2010, boum, apnée grand public, tu pars en Asie, quoi. C'est ça. Donc on était en 2008, en pleine période de crise financière. Je perds mon travail. Les subprimes, les fameux subprimes. Je perds mon travail suite à cet accident. 8 mois de convalescence, seul à Paris. Accident plus perte de travail. Perte de mémoire immédiate, dommage à la colonne vertébrale, un genou en vrac, enfin voilà, beaucoup de travail a été nécessaire pour pouvoir redevenir ce que j'étais auparavant. Et puis j'ai décidé de sortir par le haut de cet épisode, plutôt que de me laisser aller à une espèce de marasme post-traumatique. Et j'ai donc eu l'idée de retourner à l'école. Et j'ai donc passé une année à HEC. Et travailler... en 2009, du coup ? En 2009, voilà. Et donc, le fait de préparer cet accès à HEC m'a permis de retravailler sur ma mémoire, m'a permis de refaire fonctionner mon cerveau. J'ai la chance d'avoir pu intégrer un programme à HEC. Et c'est à la suite de cette année-là où là, on commence à se dire que finalement, il n'y a plus de limite. Voilà. Alors, on rappelle, HEC, c'est la haute école de commerce. C'est l'école numéro 1, c'est celle qui sert de référence dans les classements des écoles de commerce. Donc, comment tu as fait pour arriver à HEC comme ça ? Écoute, moi, j'ai commencé par un échec scolaire retentissant. Entre la 6e et la terminale, je suis passé par 9 établissements scolaires. Waouh ! Entre la 6e et la terminale, 9 établissements. Parce que tu te faisais virer ? Jamais. Parce que je m'ennuyais. Ah, tu t'ennuyais. Parce que je m'ennuyais. Donc j'ai essayé la charpente. J'ai commencé un BEP charpente que j'ai jamais fini. J'ai commencé un BEP mécanique que j'ai jamais fini. Je suis allé dans une école privée, donc avec nos amis les bonnes sœurs. J'ai fait une première art plastique.
Je suis allé dans un lycée d'État africain à Djibouti. J'ai essayé les cours du CNED. Rien n'a marché. Jusqu'aux études supérieures. Où là, j'ai commencé des études supérieures en géographie, puis en sciences politiques. J'ai intégré Sciences Po Lyon. Je voulais devenir diplomate. Là, j'ai commencé un petit peu à croire en moi et à croire en mon potentiel. J'étais donc parti sur cette carrière diplomatique, des concours, de la vie parisienne, des ministères. J'ai pu travailler au ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, jusqu'à cet accident, qui a, comme je te dis, complètement redistribué les cartes, où là, je me suis dit, bon, Paris, c'est terminé, cette ancienne vie, c'est terminé, partons en Asie et allons voir s'il y a des choses pour moi là-bas. Et en 2008, tu travailles déjà pour les Big Four ? Non, là, en 2008, je venais de finir une vacation au ministère des Affaires étrangères et je travaillais avec un ancien colonel des forces spéciales qui venait de monter une structure commerciale pour vendre du conseil en sûreté, en sécurité. Ok. Accident, HEC, tu décides de changer de vie, Asie, apnée. C'est ça. Ah, Accident, convalescence, HEC, départ pour l'Asie. Et puis donc là, au début, cette vie entre le Big Four et l'apnée, puis progressivement, l'apnée a pris toute la place. C'est une question que je pose souvent, je vais la poser maintenant, d'habitude je vais la pose à la fin. Si tu avais une machine pour voyager dans le temps et dans l'espace, où est-ce que tu irais et pourquoi ? Oui, et surtout, est-ce que tu voudrais éviter cet accident ? Non, pour rien au monde. Ça va peut-être te paraître complètement fou, mais c'est probablement l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie. D'abord parce que j'y ai survécu, parce que ça m'a rendu beaucoup plus fort, parce que ça m'a ouvert des perspectives, et puis parce que ça m'apporte une spécificité, quelque chose à moi, quelque chose d'unique, quelque chose qui forge mon identité, mon caractère. Est-ce que je retournerai en arrière ? Certainement pas. Est-ce que j'aimerais voir le futur ? Oui, moi je suis curieux, donc oui, pourquoi pas, peut-être prendre une machine dans le temps pour aller voir un petit peu l'évolution, mais j'aurais plutôt tendance à faire confiance à ce qui se passe maintenant, à être en paix avec le passé, à accepter ce qui se passe maintenant et à donner une confiance aveugle à ce qui va se passer et à ce qui va venir. Donc je pense que la machine, je suis pas sûr si j'utiliserais cette machine à voyager dans le temps. T'es le premier invité à dire ça, c'est génial. Donc rester dans le présent. Rester dans le présent. Accepter le passé, une confiance absolue dans le futur. Absolument. Tu vois, tu parles comme un sage. You are fucking wise. Alexandre. C'est Alexandre, hein ? C'est Alexandre. Ouais. Alex. J'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Alex, j'adore ce prénom. Alex et Ben. Alex, quelles ont été tes plus belles rencontres dans l'apnée ? Je te pose la question parce que récemment, j'étais en train de faire des étirements au rooftop de Aquamarina. Et puis là, je te vois en train de parler avec Alessia Zucchini, qui est quand même la femme la plus profonde au monde, avec 124 mètres, qui a notamment donné naissance au documentaire The Deepest Breath sur Netflix. Absolument. Suite au drame. Absolument. Avec le décès de Stephen Keenan. Absolument. Lors de leur tentative de passage de la grotte de l'arche. Merci, absolument. L'arche du Blue Hole. Est-ce que Alessia Zucchini fait partie des belles rencontres ou est-ce que c'était un de tes élèves ? Quelle a été ta belle rencontre de l'apnée ? Il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Une des premières grandes rencontres en apnée, ça a été Miguel Lozano, qui avait son école à Gili Air, en Indonésie, où c'est la première fois où j'ai rencontré un champion et où j'ai commencé à aller au-delà du cadre offert par les formations SSI, les formations AIDA, à dépasser un petit peu et aller plus en profondeur dans les techniques, dans les apprentissages, dans tout ça. Ça a été une très belle rencontre. Deuxième très belle rencontre, Thibaut Guignès, donc le recordman français, chez qui j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner à Mactan et de pouvoir travailler à Camotes. Ça a été aussi une très très belle rencontre qui m'a permis de rencontrer Alessia, qui est une des personnes les plus incroyables humainement, sportivement, émotionnellement que j'ai pu rencontrer. Alexei, le GOAT, le grand Alexei aussi. Alexei Molchanov. Une personne très 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 agréable. Voilà, maintenant Julien, tu vas en faire partie. Moi, tu sais, la performance ne m'impressionne pas.
La performance ce n'est pas quelque chose qui va me permettre ou en tout cas qui va me faire aimer quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris de plus en plus dans l'apnée. Je crois qu'un vrai champion, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Mais de plus en plus, et en vieillissant, c'est un champion qui n'est pas bienveillant. Pour moi, ça vaut rien. On est à Dab, Carlos, donc, qui est la figure de Dab Freediver. Donc c'est aussi humainement une très très belle rencontre qui fait un travail absolument formidable à Dab Freediver. Donc tu vois, il y en a eu beaucoup des grandes rencontres et des belles rencontres en apnée. Denis, comment est-ce que je peux ne pas citer Denis, mon grand-mère. Dennis Gromer. On embrasse, j'imagine très très fort. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de belles rencontres, effectivement. Alexandre, je vais te proposer quelque chose que j'ai jamais fait sur le podcast. Je vais sortir. D'accord. Je vais te laisser le micro que pour toi. D'accord. Et je veux qu'on rentre dans ta tête. On est en Asie. D'accord. T'as annoncé 100 mètres ou 90 mètres. D'accord. Tu veux te préparer mentalement pour cette plongée. D'accord. Et tu nous commentes ta visualisation. Avec grand plaisir. Et moi, je sors. Je te laisse avec Pixie, le petit chat qui est là. Et prends le temps que tu veux. Et fais-nous voyager dans ta tête. Avec grand plaisir. Et puis après, on finira cet entretien avec une petite citation. Allez, c'est parti. Merci. Je suis à quelques minutes maintenant de ma plongée. J'ai annoncé 100 mètres en immersion libre. Je commence à respirer. J'ai mon masque, j'ai mon tuba. Je tiens la corde avec la main droite. J'ouvre les yeux, je les ferme. J'ai le regard qui se porte dans le bleu. Et je respire normalement. Je commence à scanner mon corps de haut en bas en essayant de repérer des zones de tension, en essayant de relâcher ces zones de tension et en commençant à répéter des mantras, en essayant de construire la confiance, en répétant mes mantras habituels. Je suis calme. La sensation de l'eau dans la combinaison est très agréable. Je suis conscient de la lumière. J'ai le corps qui se laisse porter par les petites vagues. On est maintenant à 2 minutes de l'official top. Je commence mon breathe up. Je suis très relâché. J'ai le sourire. J'enlève mon masque. Je me tiens debout. Je me laisse reposer sur une noodle. J'ai les épaules relâchées. Et je respire. Et je respire. Calmement. Par le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Je prends une dernière grande respiration. Je carpe. Je relâche les épaules. Je laisse un sourire se dessiner sur mon visage alors que je bascule vers l'arrière, main droite sur le câble, le coude qui revient vers l'intérieur. Je me retrouve immédiatement face à la corde. Et lors des 4 ou 5 premiers pulls, je me dis que j'ai déjà réussi. Et je continue. Je bascule vers l'arrière. Je suis face à la corde. Et la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai déjà réussi. Et je commence à tirer sur le câble. 1 pull, 2 pulls, 3 pulls. J'ai l'eau qui rentre dans la combinaison. Je me sens bien, relâché. 5 pulls, 6 pulls. J'ai la main droite sur le câble. Je me détends. 2 pulls un petit peu plus courts, gauche, droite. Je laisse ma tête reposer sur mon épaule et je charge mon premier mouse feel. Je tire de nouveau sur le câble.
1 pool, 2 pools, détente. Je reprends un mouse feel. Et là, je commence ma descente dans le bleu. Je commence à glisser le long du câble. L'espace entre les pools se fait de plus en plus long. J'entends mon alarme des 25 mètres. Je sais qu'il ne me reste que 3 pools avant de plonger définitivement dans le bleu. Et 1, et je glisse, et je glisse. Et 2, et je glisse encore. Je suis prêt. Je scanne mon corps une dernière fois. Et ce dernier pool ne fait qu'accompagner le mouvement du corps vers le fond. Je place mes bras le long du corps. Je rentre un tout petit peu le menton vers la poitrine. Et je me relâche. Simplement conscient de ma vitesse, de la position de mon corps et du petit volume d'air que j'ai dans la bouche qui va me permettre d'égaliser mes oreilles pour arriver jusqu'au fond. Dans ma bouche, c'est la langue qui fait le travail automatiquement. T, K. Dans ma bouche, tout se passe absolument automatiquement. Je ne ressens aucune pression sur le corps, aucune pression sur les oreilles. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. J'ai les yeux fermés, mais je sens la noirceur autour. Je sens la pression qui augmente un petit peu. J'entends mon alarme des 60 mètres, je sais où je suis, et je continue ma descente. Je continue. À 4 mètres de mon objectif, j'entends ma dernière alarme. Je place le bras sur le câble afin de pouvoir tourner. J'arrive au stopper. J'arrache un tag sur l'assiette au bas de la corde. Je l'accroche à ma combinaison et je commence ma remontée. Et je me répète ce mantra. Trust your breath hold. Trust your breath hold. Trust your breath hold. Et je pull, et je tire sur le câble, et je tire sur le câble. Je me laisse envahir par cette sensation de glisse absolument incroyable dans une détente absolue. Et je remonte, et je tire, confiant. J'accepte les contractions. Je commence à sentir l'acide lactique dans les bras, mais je suis conscient. Je commence encore une fois à espacer les poules. Et je remonte. La lumière revient. Le premier apnéiste de sécurité est en face de moi. Et nous remontons tous les deux. Et je remonte. J'alterne les yeux ouverts et les yeux fermés. Le deuxième apnéiste de sécurité est là. Je n'ai presque plus qu'à me laisser glisser. Encore 1 ou 2 poules. Je remonte. Je tends le bras droit vers la surface. Je lève les yeux. La plateforme est ici. Sur les 2 derniers mètres de mon apnée, j'expire. Ça y est, je viens de faire surface. Je m'accroche au câble et je commence le recovery breathing. 1, 2, 3. J'enlève mon pince-nez, je regarde les juges. Je leur fais le signe OK. Et j'attends. J'attends jusqu'à l'explosion de joie finale et au carton blanc qui est délivré par les juges. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette immersion sonore dans la tête d'Alexandre Poirier. On va conclure cette rencontre avec une citation, parce que je suis un grand amoureux des citations. Laquelle tu souhaites nous partager ? Alors, c'est une citation de mon maître à penser. J'en ai 2. Oxmo Puccino, le rappeur, et Michel Foucault.
grand... Michel Foucault, c'est qui déjà ? Michel Foucault, c'était un archéologue de la pensée. Un archéologue de la pensée. C'est-à-dire que Michel Foucault, c'est quelqu'un qui a fait des travaux sur les prisons, qui a fait des travaux sur la sexualité. C'est un sociologue ? Un sociologue, notamment sociologue. Sociologue. Donc Michel Foucault, il a dit quelque chose que moi j'aime beaucoup. L'imaginaire se loge entre les livres et la lampe. Pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. L'imaginaire se loge entre les livres et la lampe. Pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. T'es un grand amoureux de la lecture ? Grand amoureux de la lecture. Grand amoureux de la lecture et de l'écriture, qui est peut-être mon prochain grand voyage. Envie d'écrire, d'éditer ? J'ai commencé à écrire un petit peu, ouais. Encore une fois, je ne m'interdis plus rien, alors qu'avant, je voyais ça comme quelque chose d'absolument inaccessible. Je te donnerai le contact de mon éditeur chez Hugo Doc. Avec grand plaisir, finalement, j'ai bien fait de venir. Tu vois ? Je te donnerai le contact de Clément Ronin. Merci. Et ta deuxième citation alors ? Ma deuxième citation... Donc ma deuxième citation serait une d'Oxmo Puccino. Le rappeur ? Le rappeur, absolument. Rappeur et ami maintenant. Ne Et regrettez ami ? pas. Et ami, ouais. Tu le connais d'où ? J'ai j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir plusieurs fois sur scène et à chaque fois, j'ai essayé de trouver l'entrée des artistes pour éventuellement pouvoir le rencontrer à la fin de ses concerts ou de ses performances. J'ai pu le rencontrer 3 fois. On a commencé à lier un début d'amitié. Et il a même proposé récemment de lire mes textes et de lui envoyer, que je lui envoie ce que j'écrivais. Et donc maintenant, on échange ensemble. Mais c'est génial. On échange ensemble. Donc la citation que j'ai choisie de lui, c'est « Ne regrettez pas d'avoir été amis, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité, même si c'est fini. » Ne regrettez pas d'avoir été amis, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité, même si c'est fini. Merci beaucoup, Alexandre, c'est la fin de cet épisode. Et je te dis à bientôt, à Lighthouse, ou au Blue Hall, ou à l'Asian Cup, mais en tout cas, sur ou sous l'eau. Ça a été un grand plaisir, Julien, et j'ai hâte qu'on plonge ensemble ce qu'on n'a pas encore fait. Avec grand plaisir. Merci pour toi. Merci pour ton invitation. Putain, mec, c'était génial.